بغيضة نخدم غي سفرا ذ شنو ثوغاش فلام ذ سفروغ في جدجين اد سبيري غذي الصيفام شغلة قورس السن غارها سرق ماذ السحفة غد قلام وكرغد كان كيري سفرا سلدت نشنو فلام أبي باريكان C'est bien l'organisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est juste pour ne pas être trop négatif, parce que au début j'ai lancé ce débat sur la femme et l'esprit négatif des hommes par rapport à la femme. Non, je peux dire que le fait que je sois présente peut-être aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un pourcentage assez important des hommes kabyles qui respectent la femme. Mais il fallait parler de ça parce qu'il y a quand même cette minorité et il faut qu'on parle de cette minorité. Moi j'ai fait mes études en Algérie, ça fait 6 ans que je suis en France. Et j'ai des frères, je suis la plus jeune de ma famille. J'ai la chance d'avoir des frères qui ont cette ouverture d'esprit, qui ont du respect pour la femme. Si je dis qu'il faut parler de ça, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je croyais que la femme kabyle était libre. Je vis dans une région où la femme, où toutes les femmes, je peux dire que même les femmes plus de 90 ans dans ma région, elles parlent la langue française. En fait, hein, je viens d'être Hicham, je viens de Michelet. Dans ma région, les femmes, elles travaillent depuis les années 60. Ma mère, elle a toujours travaillé, même si elle n'a jamais été à l'école. C'est quand j'ai été à l'université, beaucoup plus au lycée, j'ai rencontré des filles qui... Ça m'étonnait d'entendre des fois un certain discours où la jeune fille, elle n'a même pas le droit d'adresser la parole à son cousin, ou qu'elle fasse la bise à son cousin. Moi, ça m'a choqué, ça. Et quand j'ai trouvé ça encore plus à l'université, c'est là que je retrouve quelque part le roman de Youssef, c'est que tout ce qu'il avait dit, moi je l'ai vécu en Algérie. On dit que c'est une fiction, on parle d'Amina, mais quelque part, à chaque fois vous reprenez une phase de chaque femme algérienne. Il y a la femme intellectuelle, c'est Amina quand elle s'intéresse à l'histoire. Il y a la prostituée. Moi j'ai vécu à l'université, j'étais dans une cité universitaire, j'étais déçue de l'image qu'on avait de l'étudiante algérienne, principalement de l'étudiante à Tizi Ouzou. On était là pour étudier, on trouvait quand même des hommes qui tournaient autour de la cité universitaire, c'était choquant. Moi, quand je sortais de la cité universitaire, je me sentais au niveau bas, parce que je voulais représenter une femme cultivée, qui fait des études, mais quand je voyais les hommes qui tournaient autour comme des vautours, je m'excuse pour ces termes, ça me choquait parce que quelque part c'est de ma faute. Je suis une femme et tournais autour d'une cité universitaire pour jeunes filles. Il faut qu'on parle de ça. C'est vrai, c'est pas pour dire que les hommes kabyles ne respectent pas la femme, mais il y a cette minorité, il faut l'exterminer, cette minorité. La femme, oui, quand je dis exterminer, dans le sens il faut lui changer d'avis, je ne suis pas une terroriste. Et un deuxième point, c'est juste pour que j'aille au bout de ce que je voulais dire, quand c'est ça, parler de l'islamisation, quelque part, je pense qu'on est tous coupables, et si on n'arrête pas de parler, on est coupable parce qu'on ne véhicule pas notre savoir-faire. Entre la génération de Youssef, quelque part c'est la génération de mes frères, quand je vois leur savoir-faire, comment ils savent faire les choses, l'information qu'ils véhiculent, et notre génération, la génération qui vient d'arriver, moi je suis choquée quand je rentre en vacances en Algérie, je trouve des jeunes de 14 ans qui vont à la mosquée. Je ne suis pas contre aller à la mosquée, mais ils ne trouvent que ça comme refuge, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Avant, il y avait une association qui avait ouvert une bibliothèque où on faisait des donations de livres pour ces jeunes, mais là, il n'y a rien. Quand je rentre, le seul refuge des jeunes, c'est la mosquée. Quelque part, nous aussi, on est coupable derrière la génération d'avant, on est coupable parce qu'elle n'a pas su faire passer l'information. Et quelque part, voilà, c'était juste une idée que je voulais... Merci. Alessa, c'était un beau témoignage. Moi, je voulais vous remercier pour ce livre parce que je ne l'ai pas encore lu, mais enfin, j'écoute j'ai écouté, vous avez énuméré un peu tu as énuméré un peu les idées, et je trouve qu'en fait, c'est un livre qui tombe à pic en ce moment en Kabylie, avec l'acharnement arabo-islamiste qui est en train de se propager dans toute la Kabylie. Et en fait, tu as énuméré un peu, enfin, on connaissait la corruption algérienne, etc. Tous ces sujets sont assez connus, mais tu as mis un point sur l'inceste, qui est tabou. Et je pense que c'est la première fois qu'on parle de l'inceste dans un livre.
Donc moi ma question c'est de savoir, si tu as écrit ça, c'est que ça te tenait à cœur. Et je voulais savoir si ça existait en Kabylie. Est-ce que tu as rencontré des femmes qui aidaient justement des jeunes filles qui ont subi l'inceste? Parce qu'en ce moment, moi quand je suis partie l'année dernière en Kabylie, j'ai été choquée par le nombre de jeunes filles qui étaient enceintes, qui avaient 12 ans, 13 ans et qui étaient enceintes et qui ne savaient même pas qu'elles étaient enceintes. Donc leur mère les emmenait chez le médecin et soit elles se faisaient avorter ou soit les mères elles faisaient des choses pour cacher dans cette société, attention, où tout est tabou, il fallait cacher la grossesse de la jeune fille. Donc je voulais savoir si tu étais en contact justement avec des associations, Non, pas vraiment, parce qu'il faut vraiment une prise de conscience. Non, franchement, je ne suis pas en contact avec ce genre d'association, mais bon, maintenant je suis déjà à Paris depuis quelques années. Mais ce phénomène, comme d'autres, existe. Ce livre, c'est pas un livre sur l'inceste, attention. Non, j'ai bien compris, c'était voilà. Un des points. Mais quand je dis... pourquoi d'abord j'ai décidé que ce soit la femme qui parle? Parce que la femme n'a pas toujours le droit de prendre la parole. C'est pour ça que je me suis mise dans la peau d'une femme et c'est elle qui raconte les choses. Maintenant, quand je dis la condition de la femme, on est en train d'en parler et on peut rester des jours ici, on va encore en débattre. Hein. Mais maintenant, je pense que c'est bien d'essayer d'avancer les choses. Je pense que ce serait bien de faire des synthèses, ça serait bien de voir un peu la réalité des choses. Hein. Encore une fois, moi-même, peut-être je vais dire des choses qui sont un peu approximatives, parce que en Algérie, en Afrique du Nord en général, il n'y a pas de transmission de savoir. Les universitaires, les intellectuels ne jouent pas leur jeu et malheureusement, souvent ils sont corrompus. Le drame algérien d'aujourd'hui, c'est que le système en place a corrompu pratiquement 95% de la population. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la course à l'argent. Maintenant, ces phénomènes existent effectivement en Kabylie. Ces phénomènes sans collatéraux de la situation politique. Ils ont existé de par le passé, mais ils étaient tus. Il faut savoir aussi qu'il y avait des lois très sévères en Afrique du Nord, pas seulement en Kabylie, hein, par rapport à la femme qui faute. Je voudrais revenir à la condition de la femme en Kabylie. Bon, j'ai vécu là-bas jusqu'à 26 ans. Il faut arrêter aussi. Nous sommes une société comme toutes les sociétés. Nous avons nos problèmes, mais si comparant le comparable, comme on dit, nous sommes un pays tiers-mondiste, la femme kabyle n'est pas maltraitée par rapport à d'autres femmes. Moi, je dirais même le contraire. C'est l'une des régions où la femme est respectée. Il y a la monogamie, c'est très important de le signaler, où la femme a le droit de parler chez elle. Elle a le droit, en Kabyle, on dit la femme, ça se fera. Après, c'est vrai, on a beaucoup de choses à apprendre, mais je suis contre aussi l'émancipation au titre on apprend progressivement. Je ne vois pas... Merci pour votre témoignage. Vous êtes plus apte à en parler en réalité. Est-ce que vous allez en Kabylie ces derniers temps? Oui. C'est vrai? Votre dernier séjour, c'est quand? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, mais je suis en contact continu avec des cousins, des cousines. Moi, j'ai senti l'agression plutôt à l'extérieur, pas au village. Je suis respectée par tout le monde. Je parle avec tous les jeunes de mon village, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a des sujets qu'on n'aborde pas, ça c'est normal. On aborde certains sujets à la fac plus facilement, à l'école plus facilement qu'à la maison. Mais j'ai senti l'agression plus à l'école, où on nous disait certaines choses, il fallait faire la prière, l'islam, tout ça. On nous apprenait à faire la prière à 7 ans. Je faisais la prière à l'école, j'arrivais à la maison, mon père m'interdisait de faire la prière, parce qu'il me dit à 7 ans, tu n'es pas apte à comprendre ce que c'est que la religion. Donc quand même, nos parents, ils étaient là. Ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Après l'émancipation, c'est à nous de la faire. Mais pas de façon anarchique quand même. Il faut la faire progressivement et avec notre modèle, pas en suivant les autres. Voilà. Merci. Oui, je suis là. Oui, c'est moi, je il n'y a pas de problème. Mais comme vous êtes nombreux, forcément, chacun doit attendre son truc. Je crois qu'on est tombé dans un travers bien français, parce que moi, je ne crois pas à cette féminisation du monde. Il y a des problèmes au Kabylie, il n'y a pas un problème de femmes.
C'est-à-dire qu'une société il y a une société qui est malade, le problème de la femme est un symptôme, ce n'est pas la maladie. C'est-à-dire quand vous dites les femmes sont malheureuses en Kabylie, est-ce que vous pensez que les vieux sont heureux en Kabylie? Les enfants, sont-ils heureux en Kabylie? S'il y a un problème de la femme, les premiers qui souffrent, c'est les hommes. Il y a un problème en Kabylie, s'il y a un problème de la femme, les premiers qui souffrent, c'est les hommes. Il y a un problème en Kabylie parce que toute l'Algérie a des problèmes, parce que nous sommes dans un pays du tiers-monde, notre identité a été cassée, on a été maltraité par l'histoire, on a des problèmes d'identité, on n'arrive pas à trouver notre mode de vie, notre culture, notre place dans cette modernité, dans cette mondialisation. En fait, il y a un problème, et ce problème, parmi ces symptômes, c'est la relation entre la femme et l'homme. Avant, moi je me souviens, on était un pays, enfin, quand je vous dis avant, quand j'étais enfant, je me souviens, il y avait une harmonie dans les relations entre hommes et femmes. Il y avait de l'amour. C'est un système patriarcal, bien entendu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Chez les Grecs, c'est la même chose. Chez la majorité des peuples du monde, dans toutes les grandes sociétés, c'est le système patriarcal. C'est-à-dire le chef de la famille, c'est l'homme. Maintenant, nous, il y a un problème particulier, parce que, paraît-il, il y a des siècles, nous étions un peuple matriarcal. Paraît-il, le chef de la famille, avant, il y a des millénaires, au moins dans une partie de la Berbérie. Il y avait la polyandrie, il y avait aussi le matriarcat. Mais comme on a été victime d'invasion, on n'avait pas intérêt à ce que cette... Vous parliez tout à l'heure des Touaregs. Pourquoi est-ce que la famille Touareg perd ses droits? Parce que dans une société matriarcale, entourée de patriarcat, entourée d'hommes, comment vous dire, ils n'ont pas intérêt, sociologiquement, historiquement, à continuer d'être une société matriarcale, sinon ils vont disparaître. La sexualité sert à quoi? À perpétuer une culture et un peuple. Donc quand vous êtes une société matriarcale dans un océan de patriarcat, vous disparaissez, tout simplement. Donc en Kabylie, nous, on a un problème spécifique en termes de femmes, c'est vrai. Mais en réalité, si on veut parler scientifiquement, on va dire qu'on a un problème sexuel. On a un problème de relation entre femmes et hommes. Pourquoi? C'est pas facile d'en parler. Il faut des spécialistes, des psychologues, des sociologues, etc. pour approfondir le problème. Mais en réalité, si on essaie de parler superficiellement, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, comparativement à d'autres, la femme kabyle a plus de chances de devenir médecin chez nous qu'ici en France. Ici, il y a de la liberté de la femme, c'est vrai. Mais faites-moi une statistique sérieuse pour me dire combien de femmes kabyles qui ont fait leurs études ici en France et qui sont devenues médecins. Ou même institutrices, même pas médecins. Ça n'a rien à voir. Mais oui, justement, c'est pour dire que le problème, il est quantité. Le problème, il n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il y a un problème de femmes, je ne suis pas d'accord. Est-ce que les hommes, ils sont heureux là-bas? Est-ce que les hommes, ils sont... Non, finis ton message. J'ai fini. Oui, tu as la Guinée, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Bon, on écoute, mon ami, merci pour ton intervention. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, moi? Je disais des choses et peut-être qu'elles sont fausses. On est là pour discuter. Et je disais qu'il y a si peu d'études qui cernent tous ces problèmes que nous évoquons. Il y a des choses que nous connaissons, mais il y a d'autres choses qui nous échappent. Donc, toi, tu as ta lecture, peut-être que c'est la bonne. Merci. Non, pas de problème. Ça va, c'est bon. Sophie. J'ai pas encore lu ton livre, je suis désolé, j'ai pas pu. Je pensais l'avoir aujourd'hui, mais bon. C'est vrai qu'il y a des femmes qui deviennent médecins. Mais c'est pas juste, je suis pas sûr qu'elles soient libres après. Elle peut devenir médecin, elle peut devenir écrivain, elle peut devenir plein de choses. Mais je suis sûr qu'elle n'est pas libre. On a croisé plein d'étudiantes ici en France qui sont kabyles, d'origine de Tizi ou de Gaïout d'ailleurs. Quand on discute avec elles, franchement, ils ont un niveau, pas de niveau intellectuel, hein, il n'y a aucun souci. Mais quand on commence à parler de tradition, de gestion de société, de la femme et tout ça, elles n'ont pas bougé d'un millimètre par rapport à nos mères, à nos grands-mères et tout ça. Moi je pense que c'est vrai, le constat est là, la liberté de la femme n'a pas de liberté en Algérie, même en Kabylie. C'est un constat, on ne peut pas se cacher, je sais pas quoi, raconter des histoires et tout ça. On est une société macho, il faut le reconnaître, on le reconnaît.
Personne ne laissera ici sa sœur sortir ou aller acheter un livre. Je dis pas, disons, il y a un pourcentage très minime quand même. Il faut pas. Soyons réalistes. Hein, soyons réalistes. Après, le problème, c'est ça. Est-ce que nous, les Kabyles, hommes libres, déjà la contradiction elle est là, on nous appelle l'homme libre, mais on est dans une région aussi conservatrice que j'ai l'impression que l'Arabie Saoudite, des fois. La Kabylie est conservatrice. On le reconnaît, on l'appelle homme libre. On se permet certaines choses pour nous et pas pour les autres, pas pour nos frères, pas nos soeurs, nos mères et tout ça. Ça, c'est une réalité, il faut qu'on le reconnaisse, sinon on n'avancera pas d'un gramme. Moi, je vous le dis, si on ne reconnaît pas nos erreurs, nos défauts, il n'y a pas de... Mais c'est vrai, d'une manière générale aussi, que le problème de l'Algérie reste la question des libertés. De tout un peuple, pas d'une région, mais de tout un peuple. On est sous un système militaire, conservatrice, religieux, qui continue à nous matraquer. Et qui va continuer à nous matraquer au moment qu'on est toujours divisé et tout ça. Je reviens à l'histoire du livre de Youssef, parce qu'il y a une question qui a soulevé, c'est rare de l'entendre ailleurs, c'est les femmes violées. On sait qu'en Algérie, la décennie noire, surtout à partir de 1993, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été kidnappées, violées dans les maquis et tout ça. Engendré, bien sûr, des enfants, des milliers d'enfants. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gamins 15-20 ans qui ne sont pas reconnus par l'État algérien, par le système d'une manière générale et par la société. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ben oui, c'est une question très pointue qui demande une réponse précise. Encore une fois, je n'ai pas les éléments pour te répondre précisément, mais je comprends ce que tu viens de dire. Il y a 3 ans, une journaliste du Jeune Indépendant a eu un prix international. Elle a fait un petit article sur effectivement ces enfants-là, issus des enfants issus donc d'actes de violence, de viol, d'islamisme, qui sont là. Alors ces enfants-là, ils vivent, mais ils ont eu le problème de s'inscrire à l'école. Et donc on n'a pas voulu les inscrire, c'est dans la région algéroise. Hein. Et cette jeune journaliste qui travaille pour le Jeune Indépendant, qui est kabyle aussi, a eu un prix international pour cet article. Ce qu'il y a dans mon livre, un petit peu, parce que je connais un peu ce problème, mais je ne le connais pas totalement, parce que tu connais Karim, pour avoir les informations, c'est très difficile. Alors, dans mon roman, dans ma fiction, cette femme arrive à garder son enfant parce qu'elle a eu une relation avec un élément du DRS qui lui a facilité le fait de reprendre son enfant de la pouponnière et de lui établir un acte civil. Et d'ailleurs, son père qui l'a violé, dans le roman toujours, a essayé de reprendre l'enfant, mais il n'a pas pu parce que cette femme a eu l'intelligence et a eu la complicité de cet élément qui lui a facilité la tâche, donc qui a donné une existence civile à son enfant. Il a même fait plus ça, il a même sous-entendu que c'était son enfant. Je veux juste, quand tu as dit qu'il y avait de la censure, tout ça, est-ce qu'on peut sous-entendre par là qu'en France, le champ médiatique est complètement fermé dans la littérature, etc. Et pourtant, on a vu des livres francs, tant que par exemple l'affaire Missili, Crime d'État avec S, etc. On a vu France-Afrique. Pourtant, il y a beaucoup de livres qui vont dans ce sens. Mais est-ce que c'est pas ma réflexion est aussi interrogative, est-ce que c'est pas dû c'est que le sujet n'est pas vraiment porteur d'agrément, c'est-à-dire n'est pas vraiment commercial, on assiste genre à la Star Academy, genre on fait comme ça, tu mets ça, on modifie ça, on enlève ça pour que ça marche. C'est comme Yasmin Akhdara, le dernier livre de Yasmin Akhdara, il est obligé de modifier beaucoup de passages, beaucoup de trucs pour que ça marche la guerre française. À mon avis, merci pour ta question, elle est pertinente, effectivement. Je pense qu'il y a un ensemble d'éléments qui expliquent les choses. Il ne faut pas uniformiser, à mon avis, le champ médiatique en France, parce que c'est un champ pluriel. Hein. Tu as une affaire de 10 000 publications en France. Tu as parlé de France-Algérie, le livre donc, de Lounès Agoun et de
de son collègue journaliste à Canal+. Ce livre n'a été chroniqué par aucun grand journal en France. Aucun. Ni Le Monde, ni... tu as parlé de France-Algérie, le livre donc, de Lounès Agoun et de son collègue journaliste à Canal+. Ce livre n'a été chroniqué par aucun grand journal en France. Aucun. Ni Le Monde, ni Le Figaro, ni rien du tout. Il a eu des petits papiers dans des petits journaux. Pourtant, c'est un grand livre, n'est-ce pas? Oui, il a été publié par François Gèze, par La Découverte, c'est une grande maison. Et même le fait que François Gèze soit introduit dans le champ médiatique français ne lui a pas permis que le livre soit chroniqué. On n'en a pas parlé de ce livre. On n'a pas parlé de mon livre aussi. J'ai fait une conférence de presse à Paris. Mon livre a été donné par mon éditeur, par tous les médias français. Aucun n'en a parlé en France. Il y a eu un seul article dans la presse française qui a été publié par le journal économique La Tribune. Il a été écrit par mon ami. C'est tout. Et la censure en France, elle existe, elle est omniprésente. Seulement, elle ne se fait pas comme elle se fait en Algérie. Elle ne se fait pas de manière directe. Tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur l'Algérie passe par un regard, pas de censure. Il y a toujours des moyens pour ne pas dire les choses comme elles sont. Tu peux, toi, en tant que journaliste, essayer de faire une enquête sur un sujet qui est en rapport avec l'Algérie. On peut te dire, écoute, il y a un reportage en Australie, tu n'aimerais pas faire un petit tour en Australie? Ben, toi, tu te tombes un peu dans le panneau et tu y vas. Moi, je suis en France depuis quelques années et permettez-moi de vous dire qu'il y a si peu d'intellectuels, de journalistes français vraiment engagés. Vraiment. Et donc ces sujets-là qui fâchent sont évités par tout le monde. Moi je rigole quand on dit Patrick Poivre d'Arvor a quitté TF1 parce qu'il a eu des problèmes politiques. Il est resté 30 ans à TF1. 30 ans il ne s'est pas révolté et du jour au lendemain c'est un révolté. Ça fait quand même rire un petit peu. Et donc c'est dans ce schéma. Mais seulement la France est un état de droit, est un état de liberté. Mon livre, le roman, a fini par paraître. Il est là, on peut le lire, on peut le commander, il n'y a pas de problème. Dans un système autoritaire, ce ne serait pas le cas. Mais encore une fois, c'est toujours le réseau qui gère la France, dans tous les domaines. C'est un état de droit, mais les réseaux sont encore plus puissants que dans les dictatures du tiers-monde. Y compris médiatiquement. Aujourd'hui, pas seulement pour les gens qui viennent un peu de l'immigration, mais pour les Français, qu'on appelle de souche. Hein. Aujourd'hui, si vous venez de Nantes ou de Toulouse, si vous n'êtes à Paris, si vous n'êtes pas dans un réseau, même si vous êtes un génie, vous êtes inexistant. Ça, c'est la réalité d'un pays comme la France, qui est une démocratie. Mickey, oui. J'ai plusieurs questions. Vas-y. Oui, donc, toi, tu as lu le livre. Hein. Oui, d'ailleurs, j'ai commencé avec une remarque sur le livre. Enfin, c'est une remarque. Enfin, c'est un parallèle. Je fais un parallèle en fait avec le roman de Katib Yassine. Enfin, je viens de le noter en plus. J'ai noté, enfin, tu as donné la parole en fait à Nejma qui est dans le livre de Katib Yassine et enfin. Elle n'avait pas la parole enfin, dans le livre de Katib Yassine. Voilà. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est d'ailleurs toujours par rapport à Katib Yassine, je voudrais savoir est-ce que tu as le problème, ou bien peut-être tu l'as résolu le problème à la langue. Pourquoi tu ne créerais pas par exemple en kabyle et l'autre question, c'est pourquoi je ne vois pas aucun article dans la presse algérienne sur le roman. J'ai l'impression qu'on... Oui. J'ai oublié les questions. Oui, pour la langue d'abord. Oui, je disais, moi je suis un citoyen du monde. Je n'ai aucun complexe par rapport aux langues. J'écris en langue arabe et j'aime la langue arabe. J'écris en kabyle et je publierai certainement en kabyle. Ça c'est sûr. J'écris en langue française, j'aime la langue française. Katib Yassine a vécu une autre époque, c'est pas la mienne. Moi je suis né durant l'indépendance algérienne, moi j'ai fait l'école algérienne. Je n'ai pas de complexe du tout par rapport à ces questions de langue.
Moi, je crois aux valeurs et aux principes. Et toutes les langues qui peuvent véhiculer ces principes, je les prends. Mais seulement, je n'oublie pas ma langue maternelle. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis un citoyen du monde, mais mon village en Kabylie a une importance qu'aucun lieu de parlement ne peut avoir. C'est sentimental, c'est viscéral, c'est dans les chromosomes. Pour les articles ici, il y a quand même quelques articles dans la presse algérienne, je suis surpris moi-même qu'il y en ait, mais c'est des journalistes qui connaissent un peu ce que j'écris et qui n'ont même pas lu le livre, mais qui ont quand même, qui m'ont fait des interviews. Donc il y a eu la Dépêche de Kabylie, un journal que j'aime pas beaucoup politiquement, mais il y a des journalistes qui savent qu'il y a ce problème et qui écrivent en culture. Donc ils m'ont fait, ils ont fait un long papier, ils m'ont fait une interview. C'est la même chose aussi pour la Nouvelle République. Mais ceci dit, tu peux revoir tout ça dans le site d'IZ de littérature. Tu connais le site de notre ami, comment il s'appelle, qui est en Suisse. Donc il a 10 ans. Ce site, vous trouvez tout ce que vous cherchez sur la littérature algérienne. C'est un Kabyle qui est installé en Suisse qui a ce site. Ça fait 10 ans qu'il le fait. Oui, mais après, je voudrais savoir, j'ai l'impression que tous les intellectuels algériens et kabyles en particulier ont déserté un peu le terrain en Algérie. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant un peu des artistes de dinars. Oui, c'est eux qui occupent le terrain. Et pourquoi peut-être qu'il n'y en a pas des artistes, peut-être on n'a pas des artistes passionnés vraiment, qui pourraient quitter peut-être le confort parisien pour être sur le terrain. C'est une question... C'est une question un peu difficile, Hamid, parce que ça renvoie à la conscience des uns et des autres. Hein. Mais je peux te répondre un peu à la manière générale. On va dire c'est difficile aujourd'hui de lutter en Algérie. Le système, il a réussi, il a brisé toutes les initiatives autonomes, il nous a dressés les uns contre les autres, il nous a fait perdre les valeurs, et maintenant, si vous êtes artiste, vous pouvez exister, mais vous serez dans la marge. Moi, je suis venu en France en 2002, je suis resté jusqu'en 2003, je suis reparti en Algérie en pensant comme ça, en pensant quand même, j'ai déserté le terrain. Je suis resté 2 ans là-bas. Je suis revenu parce que je ne pouvais rien faire. Je suis reparti, toute la presse francophone algérienne m'a boycotté. Je suis boycotté aujourd'hui, depuis 5 ans, par le quotidien Al-Watan, qui prétend être le journal le plus libre en Algérie. Ça fait 5 ans que des journalistes d'Al-Watan écrivent des articles sur mes livres et qu'ils ne passent jamais. C'est la direction d'Al-Watan qui les censure. Et donc, comment j'ai survécu en Algérie? J'ai des amis quand même dans la presse. Et il y a quelqu'un qui a un journal en langue arabe qui s'appelle Jazair News, c'est Hamida Aïchi. Et donc lui, il m'a permis, il a fait son, maintenant il a la version française, hein, francophone. J'écris dans son journal d'ailleurs. J'écris aujourd'hui chaque semaine dans Algérie Newsweek. Et donc mon ami Hamida m'a permis de faire un supplément livre en français dans un journal arabophone. Chaque semaine, j'écrivais, c'était publié en langue française dans un journal en langue arabe. Donc, c'est pour dire, à travers ma petite expérience, qu'il est difficile aujourd'hui. C'est un peu un phénomène général, c'est pas seulement pour les intellectuels, il est difficile pour les syndicalistes, il est difficile pour les enseignants, il est difficile pour tous les esprits libres, parce qu'aujourd'hui, le système a effectivement brisé, je me répète un petit peu, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire tout seul? C'est très difficile, hein, c'est très difficile. Et puis même en tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant que quelqu'un qui fait du théâtre, si déjà on vous permet d'exister, vous n'êtes pas médiatisé du tout. Et si on peut vous acculer à des choses extrêmes, on va le faire, on ne va pas se gêner. Hein. Donc le problème est crucial, et c'est un problème en Afrique du Nord, c'est pas seulement en Algérie. Hein. La Tunisie c'est pire, la Libye c'est pire. En Libye on ne parle même pas de ce qui se passe. En Tunisie aussi. Au Maroc on essaie d'en parler, mais c'est difficile aussi. Voilà.
Vraiment Tengel. Et en plus, en fait, je voulais ça, enfin, je connais un peu ta position. En fait, c'est sur Camus, en fait. Je voudrais que tu me parles un peu. Camus, c'est un grand écrivain. Par rapport à tous les clichés qui courent sur lui en Algérie. C'est pas des clichés, parce qu'en Algérie, il y a plein d'intellectuels corrompus qui, pour plaire au régime, dénigrent Camus. Camus, il a ses positions, on les connaît. C'est un grand humaniste. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qu'a dit Camus est juste, mais on ne peut pas acculer un écrivain pour une phrase ou deux. Mais aujourd'hui, il y a même récemment une pétition de pseudo-écrivains contre Camus, uniquement pour plaire au régime. Ce que je disais tout à l'heure, et malheureusement pour l'Algérie, pour la Kabylie, et ça se passe aussi en Kabylie, attention, hein, parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a pas de corruption en Kabylie. Elle existe. L'élite kabyle est corrompue, enfin, en général. Hein, bon, je m'excuse pour les gens qui ne le sont pas, ils ne sont pas intégrés dans ce schéma. Et donc ces gens, l'élite kabyle est corrompue, enfin, en général. Hein, bon, je m'excuse pour les gens qui ne le sont pas, ils ne sont pas intégrés dans ce schéma. Et donc ces gens-là, pour plaire au régime, disent du mal de Camus. Et demain, il va avoir des subventions pour leurs livres, des postes, etc. Au-delà de tout ça, Camus est un grand humaniste. Et moi, je crois aux valeurs de l'humanisme. Pour moi, les valeurs de l'humanisme sont fondamentales. Et heureusement pour moi que les valeurs amazières coïncident avec les valeurs humanistes. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour le bouquin, c'est vraiment très très bien fait, grâce auquel j'ai appris pas mal de choses sur l'histoire de Bougie et de la Casbah. Autre chose, une petite parenthèse, Youssef, on s'est connus en 87. Tout à fait, ça on a remonte à fréquenté l'Institut algérien de pétrole ensemble. Exact. Il y a 4 semaines de ça, j'ai découvert une vidéo par hasard sur Internet. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Exact. On s'est retrouvés bien des années plus tard. Hein. Je dois dire que j'étais pas surpris de te voir sombrer dans l'écriture. Une petite anecdote, c'est que je me souviens, il partageait la chambre d'un ami commun, c'était en 87 exactement. Je suis allé dans sa chambre, il n'était pas là, j'ai découvert un paquet comme ça de poèmes que j'ai lu discrètement. Voilà. Donc moi je ferme la parenthèse, je reviens Merci pour la parenthèse. J'ai une question, j'arrive pas à comprendre, sur la région sur la Kabylie. Quand on discute comme ça avec des gens, on dit ouais, telle personne bien placée, c'est un Kabyle, tel président de tel truc, c'est un Kabyle, tel commandant de telle région, c'est un Kabyle. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une petite manifestation, c'est les premiers à balancer des gendarmes, à tirer sur les mots. Donc, tout à l'heure, on parlait des valeurs du Kabyle, la liberté, l'attachement aux racines. Comment ça se fait que, malgré toute une... comment dire, on a plein de gens bien placés qui pouvaient normalement nous défendre, et personne ne fait rien, quoi. Et donc, moi, j'ai du mal à comprendre. Eh ben, merci pour ta question. Elle est pertinente. Encore une fois, tu vas un peu dans ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait vraiment cerner les problèmes, et scientifiquement, universitairement. Il fut une époque où je croyais que la Kabylie était un peu l'objet central de désir de destruction uniquement par le fait ethnique. Non, ce n'est pas l'ethnie. Il se trouve que dans le régime autoritaire algérien, je me répète, les décideurs, les vrais décideurs, c'est le DRS, c'est la sécurité militaire. Il se trouve, de par l'histoire, que depuis fort longtemps, cette structure est majoritairement kabyle. C'est la grande contradiction du système algérien. Et ça, il faut en parler aussi. Ouyahiya, qui est chef du gouvernement, a détruit le mouvement citoyen en Kabylie parce que naïfs, les pauvres militants, certains, d'autres ont des calculs, ont cru que le fait que Ouyahiya parle en kabyle résout le problème. Archi faux. Le premier décideur en Algérie depuis 20 ans est un kabyle.
Voilà. Donc, c'est pour ça que je reviens pour dire que pour moi, c'est les valeurs qui comptent. Ce n'est pas l'ethnie. Moi, je suis fier d'être amazigh pour les valeurs amazighes, pas pour le fait ethnique que je sois kabyle. Et pour avancer, il n'y a que les valeurs qui font avancer les sociétés, quelles qu'elles soient. Merci. En fait, mon intervention va axer juste une ou deux questions pour Youssef par rapport à l'édition et même pour Yassine. En fait, ce que je voulais souligner est que Youssef, qui maintenant a son troisième ou quatrième livre, bien sûr il en a d'autres, peut-être le sixième, parce que il a fait du roman, du livre politique et des nouvelles et tout, donc ça fait toujours plaisir de lire ces livres. Et au jour d'aujourd'hui, on assiste à un sérieux problème d'édition, notamment des sujets qui touchent un petit peu notre culture. Soit en France, encore pire en Algérie, il y a des espaces de liberté se rétrécissent du jour au jour, et on voit qu'un grand espace comme, d'ailleurs Youssef il en a vécu longtemps, comme la Maison de la Presse, où il fut une époque, juste après le multipartisme et la liberté de la presse, il y a eu beaucoup de journaux qui ont été créés. On pouvait critiquer un général sans aucun problème, on pouvait dénoncer sans aucun problème, parce que la société était avide de liberté, donc tout le monde et sérieusement, un espace de liberté comme la Maison de la Presse, qui a un embryon en Algérie d'un projet de société qui allait vraiment être une chance pour l'Algérie, malheureusement, on assiste à une dégringolade totale de tous ces acquis. Et voilà, la nouvelle loi sur l'information, on a verrouillé la publication. Et par contre, dans l'édition, et je pense qu'il y a quand même on peut faire des choses intéressantes. Et je ne sais pas, Massine, si lui aussi, il a une petite expérience dans l'édition. C'est quoi les réels problèmes que rencontrent les éditeurs? Parce qu'on n'arrive pas à avoir un réseau, ou je ne sais pas, un réseau d'intérêt, ou un industriel par exemple qui est là, qui dit voilà, moi je soutiens tout ce qui concerne la culture berbère ou la culture kabyle, je soutiens, pour qu'il y ait une vraie maison d'édition qui encourage justement des écrivains comme Youssef, comme tant d'autres qui sont éparpillés un peu partout. Heureusement d'ailleurs, il y a l'internet, Facebook, qui nous permet de... Merci Facebook. Voilà, merci Facebook, qui nous a fait venir des sites internet comme Tamazra, comme kabyle.com, comme d'autres sites. D'ailleurs, on se rend compte que sur internet, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font individuellement, même aux États-Unis, même au Canada, il y a des Kabyles qui activent. Malheureusement, je ne sais pas, peut-être il nous manque un cadre sérieux d'organisation peut-être pour pouvoir frapper fort, mais voilà. Donc, merci Houssine. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Houssine a été journaliste à Alger. Il nous fait l'honneur d'être là, c'est gentil. Hamid Banoun aussi a été journaliste à Alger. Il nous fait l'honneur d'être ici. C'est sympathique de sa part. Effectivement, la presse algérienne, en tout cas à mon avis, devient de plus en plus censurée, de moins en moins libre. Il fut un moment où elle fut plus libre, effectivement, tu as raison. En revanche, pour l'édition, ça sera encore plus difficile. Aujourd'hui, on a créé un comité de censure. Donc, avant qu'un livre ne soit publié en Algérie, il doit être lu par les autorités. Ça sera encore plus difficile. Maintenant, Internet est un outil formidable. Effectivement, les valeurs amazighs peuvent s'y retrouver, et ça serait bien qu'il y ait des choses qui se font. Il y a des choses qui se font, il y a des sites Internet. À mon avis, certains sont un peu trop légers, et ils tombent un peu aussi dans l'invective, dans l'insulte. À mon avis, défendre sa culture, ce n'est pas insulter l'autre. Ni les autres régions, ni les autres langues, toutes les religions se respectent, et nous gagnerons à développer, à enrichir notre langue, à rester nous-mêmes, à faire voir les forces dont nous sommes capables, sans insulter autrui. Voilà.
سفرو يضق واسميك مزري وغالا سقمد يزر مسلاينا كي يوريغ مطلع ثنك بريدينم يثبسو ثم راد عديغ تمغاين دي جيجيغ حملا كما كان يتساليغ لكن شنا نزيمو ذيون أبي بريك حملا غمك نولا مك ورثي دقراني سفرا إمي أحمل سفرا أمك ما حملو لمك حملا كما تشي ذوال نغتي زليتا كين شنا إمي في زليتي وذوال ذوال كان غف الحملاو أبي بريك